On aime bâtir des liens avec des gens, des partenaires, des fournisseurs. Quand il y a des coups de cœur avec des entrepreneurs, on aime ça les mettre de l'avant, on aime développer avec eux. C'est sûr que ça serait plus facile d'ouvrir un catalogue puis de choisir dans un catalogue. Est-ce qu'on sauverait du temps? Beaucoup. Mais est-ce qu'on aurait autant de fun à le faire? La réponse est non. Bonjour, mon nom est Elfie Morin, directrice générale des Produits du Québec. Je vous propose l'Arrière-boutique, un balado où je discute d'achat local avec des invités de différentes industries. Bonne écoute! Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marie-Pierre, tu es quand même une personne assez connue dans le monde des affaires. Donc, on te connaît parce que aussi tu es la fille de Christiane Germain du groupe de Germain Hôtel. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, ton parcours, parce que maintenant, tu œuvres au sein de l'entreprise familiale, mais tu as quand même un parcours intéressant. J'aimerais ça que tu te présentes un peu. Avec plaisir. Merci de m'accueillir aujourd'hui. En fait, les produits du Québec sont vraiment au centre de nos préoccupations, puis c'est quelque chose pour nous qui nous tient à cœur puis depuis plusieurs années. Fait que de me retrouver aujourd'hui avec toi, ça me fait vraiment plaisir de prendre le temps qu'on vienne se jaser un petit peu. Mon parcours, écoute, dans une entreprise familiale, ça commence très tôt. C'est vrai. On a vu... Tu parles de ma mère, mais mes cousins et moi, on est dans l'entreprise depuis notre tendre enfance. Et on a vu l'entreprise naître en 88. Et j'ai suivi le chemin, finalement, je suis revenue dans l'entreprise familiale, mais ça n'a pas toujours été mon choix le premier. Je voyais ma mère travailler, je la rejoignais après l'école à l'hôtel parce qu'à ce moment-là, j'ai grandi à Québec. OK. Et l'autobus me déposait au coin de la rue Germain-Després, qui était là où l'hôtel était situé, le Germain-Després à ce moment-là, mais maintenant qui est devenu le Halt Québec. Puis, je te dirais que ça a été... c'était pas un parcours qui était tracé d'avance. On pourrait penser que oui, mais non. Tu sais, quand j'ai choisi d'aller étudier à l'université, je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis, j'ai comme eu l'appel des sciences à ce moment-là, puis j'ai choisi d'aller en génie mécanique, mais ne sachant pas qu'un jour, je rejoindrais l'entreprise. Ça a été de fil en aiguille un peu là, qui m'a mené aujourd'hui à occuper le rôle que j'occupe, mais c'était pas... je t'aurais pas répondu comme ça il y a 20 ans à ce moment-là, quand j'ai fait ces choix-là. Mais génie mécanique, c'était aussi un domaine qui n'est pas très féminin à la base. Si on remonte d'il y a quelques années, tu étais quand même une précurseur de te tourner vers ce domaine. Oui, puis encore aujourd'hui, tu vois, dans ma classe de graduation, je pense qu'il y avait 10 % de filles en génie mécanique. Là. Dans d'autres sortes de génies, puis aujourd'hui, il y a d'autres génies qui n'existaient pas à ce moment-là. Mais c'est sûr que c'était pas une majorité de filles. Mais je sais pas, moi, j'ai toujours aimé relever des défis. J'ai toujours vu ça comme quelque chose de le fun à entreprendre, tu sais. Je me disais pas, hey, ça va être difficile. Je disais comme, non, je vais leur montrer que je suis capable. Puis quand tu as joint l'entreprise, t'avais-tu déjà un parcours dessiné vers... Parce que tu es en marketing et en vente. Ouais. Fait qu'est-ce que c'était déjà vers... Tu sais, ça s'est dessiné avec le temps? Non, ça a été un peu, justement, là, les opportunités qui se sont présentées et... Quand tu te retrouves dans un contexte familial aussi, ou une famille en affaires, tu sais, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent qui peut-être se seraient pas présentées dans un autre contexte, mais on a aussi eu la COVID dans les dernières années. On a perdu des joueurs dans notre entreprise, d'autres qui sont restés. Ça a vraiment créé un contexte bien particulier, puis ça a été aussi... on sauve l'entreprise, là, tu sais, c'était... on a tout perdu du jour au lendemain, 95 % des revenus, les employés. Tu sais, ça a été vraiment très difficile, mais ça nous a aussi permis d'apprendre énormément, puis de mettre finalement la main à la pâte vraiment au meilleur de ce qu'on pouvait faire pour rebâtir l'entreprise. Puis qu'est-ce que ça a été? Mais ça, tu me parles de la COVID, mais je trouve que c'est intéressant. Quand tu parles d'apprentissage, y a-tu un élément en particulier sur lequel vous êtes questionné puis ça a changé du tout au tout? Pas mal tout. Je te dirais. Tu sais, la perspective de la façon de gérer une entreprise, tu sais, on a toujours accueilli nous autres, notre entreprise, elle allait bien. Là, tu sais, en 2020, on s'en allait pour faire la meilleure année. On venait d'ouvrir 2 hôtels en 2019, un à Saskatoon, un deuxième à Calgary. Maintenant, on en a 3 à Calgary, mais à ce moment-là, 2e hôtel à Calgary. Et là, du jour au lendemain, tout s'arrête. Là, les hôtels se vident, on suspend les opérations.
Fait que, tu sais, c'est pas de réapprendre, mais c'est de conserver notre agilité pour être en mesure de passer au travers, finalement, tu sais, rebâtir nos équipes, puis retransmettre tout ce qu'on avait bâti, qu'on avait pris plusieurs années, le savoir-faire, tu sais, qui est tacite, finalement, de rebâtir ça, retransmettre, ça a été... non, ça a été des années... J'en doute pas, honnêtement. C'était particulier. Félicitations d'en être sorti, grandi, là, honnêtement. Faut voir ça du bon côté. Ben, on n'a pas le choix. Fait que Germain Hôtel a vu le jour en 88. Ouais. C'est ta mère et son frère qui ont parti tout ça. C'était combien d'hôtels? C'était un hôtel? Ben, c'était un au départ. Mes grands-parents étaient dans la restauration avant, cette histoire. Et beaucoup, justement, dans l'accueil, l'hospitalité, ça nous a été beaucoup enseigné par nos grands-parents, moi maternelle, donc les parents de ma mère. Et Jean-Yves et Christiane voulaient s'en aller à New York pour un show de restauration, pour aller chercher des idées puis voir des concepts. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont mis les pieds dans un hôtel boutique. Puis ils se sont dit « Hey, on va faire ça. On va faire ça à Québec. » Puis c'est quoi l'hôtel boutique? Alors, ben, à l'hôtel boutique, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, c'est pas un lieu où on peut acheter des serviettes puis des draps, des oreillers. Nous, on le fait parce que par la force des choses, les gens aimaient nos produits. Puis il y avait une demande. Mais l'hôtel boutique, c'est un peu le concept de la boutique versus le grand magasin. OK. Fait qu'on est un petit hôtel où le service est attentionné, personnalisé, où on s'occupe de vous, on vous attend, on vous accueille. Un peu comme le feeling d'une boutique quand tu vas magasiner puis tu vas faire tes emplettes quelque part où on te connaît, on connaît tes goûts. OK. Fait que c'est ça qu'ils ont voulu reproduire en lançant Germain dans le fond. Le premier Germain-des-Prés à Québec, qui était un hôtel de seulement 127 chambres. OK. On était habitués de voir des hôtels de 500 chambres et plus, des gros hôtels, mais nous, on est vraiment dans les hôtels boutiques, c'est-à-dire à part de celui de Québec, le Germain à Québec, on en a 2, qui a 60 chambres. Nos hôtels se situent tous autour de 150 chambres. OK. Puis là, vous en avez 19, je ne pense pas me tromper. Oui, 19, puis un 20e en construction à l'aéroport d'Ottawa. OK. Puis la proportion au Québec versus le reste du Canada, c'est... On est dans 11 villes. Je te dirais que 4 de ces villes sont au Québec. OK. Donc après, il reste Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Saint John, Terre-Neuve, puis Halifax. OK. Super. Fait que j'ai envie de te parler tout à l'heure un peu de ton parcours. Tu es venu après ton bac et tout ça. Là, tu travailles à temps très plein, probablement, là, chez Germain Hôtel. La présence de ta mère est toujours là? Est-ce qu'elle est toujours dans l'entreprise de façon très active? Oui, mais nos parents, à un moment donné, vont arriver à l'âge où ils vont peut-être vouloir faire... Peut-être ralentir un peu. Oui, ils sont encore très présents, du moins auprès de nous, la relève. Ouais. Peut-être dans leur quotidien, ils le sont un petit peu moins, mais moi, je les sens pas moins présents. On a la chance de les avoir, puis moi, c'est vraiment la façon que j'aborde la relève. C'est un luxe d'avoir nos parents au quotidien. Il y en a d'autres qui pourraient dire autrement, mais honnêtement, pour moi, là, de parler à des gens qui ont cette connaissance, cette expérience-là, c'est un cadeau, vraiment. Mais ça, c'est pas toujours simple, travailler avec sa famille. J'en connais quelques-uns. Qu'est-ce qui fait, selon toi... Non, ceux qui travaillent avec leur famille. Moi, je suis pas chez vous. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que ça se passe si bien pour vous? Je pense qu'il y a un grand respect qui est à la base une valeur qui nous anime énormément. Puis aussi les compétences de chacun, puis de respecter les compétences puis les responsabilités de chacun. Tu sais, si tu passes ton temps à aller jouer dans le cours de l'autre, à un moment donné, c'est sûr que tu dis, veux-tu le faire à ma place, tu sais? Effectivement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a vu nos parents faire pendant plusieurs années. Puis moi, les fois où je voyais de la friction, justement, c'est parce que, là, il joue dans... Il y en a un qui est de l'autre bord qui ne devrait pas. Fait que, tu sais, de respecter ce terrain de jeu-là, puis la confiance aussi, tu sais, c'est hyper important. Moi, j'ai envie de t'amener sur l'approvisionnement local. Ben oui. Parce qu'un des grands points de différenciation du groupe, c'est que vous vous approvisionnez de façon locale pour plein de choses. Puis j'ai envie que tu m'en parles un peu d'où ça vient, cette préoccupation-là, puis comment ça se traduit. C'est une grande fierté, vraiment. Et je pense que c'est quelque chose
qui s'est installé très rapidement dans nos façons de faire. Tu sais, je pense à Jean-Yves et Christiane qui travaillent encore aujourd'hui. Bien, maintenant, nous travaillons avec le même ébéniste qui est dans les Bois-Francs à Québec, là, puis qui a fait qui a construit le bar de mon grand-père dans le temps. Qui aujourd'hui, bien, l'entreprise a aussi évolué puis est encore de propriété québécoise. Ça a changé de propriétaire, mais ça reste que ce lien-là est encore aussi fort qu'il était il y a 60 ans. Tu sais, fait que de bâtir ces relations-là, pour nous, c'est hyper important, puis on aime ça. On aime bâtir des liens avec des gens, des partenaires, des fournisseurs, puis c'est un peu ça qui se répète avec notre clientèle. On veut créer des liens avec les gens. Je pense que l'hôtellerie, c'est de l'hospitalité, c'est prendre soin des gens, puis quand il y a des coups de cœur avec des entrepreneurs, on aime ça les mettre de l'avant, on aime développer avec eux. C'est sûr que ça serait plus facile d'ouvrir un catalogue puis de choisir dans un catalogue. Est-ce qu'on sauverait du temps? Beaucoup. Mais est-ce qu'on aurait autant de fun à le faire? La réponse est non. Puis qu'est-ce qui vous incite? C'était-tu la notion de dire, nous, on achète local parce qu'on a cette proximité-là? C'était-tu plutôt environnemental? C'est la qualité? Ou c'est tout ça peut-être aussi? Je pense que c'est un amalgame de tout ça. Puis tout ce que tu viens de nommer, c'est aussi important. S'il y a un problème, c'est de dire « il y a un problème, est-ce qu'on peut ensemble trouver une solution? » On essaie un nouveau produit, on veut le toucher, on veut quand on bâtit une chambre, la chambre est bâtie à Plessisville, là, fait qu'on va la voir, on va s'asseoir dedans, on s'appelle si on dort pas dedans, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'eau. mais c'est minimaliste un peu, tu sais. Mais on fait les tests, on veut le voir, on veut le sentir. Pour nous, c'est ce que nos invités, ultimement, c'est ce qu'ils vont vivre. Fait que c'est important qu'on soit tout le monde d'accord avec ce qu'on va construire, tu sais. Fait que l'entièreté de la chambre est comme... Pas mal, oui. Ah, pas mal. Surtout quand on fait un nouvel hôtel, puis justement, il n'y a pas tant de copier-coller dans les hôtels de Germain. Donc, on veut sentir les proportions, la luminosité, le verre qui va être utilisé, le plancher, comment on se promène les pieds là pour voir c'est quoi le feeling, comment on se sent dans la chambre. Non, c'est particulier, mais c'est un exercice qu'on fait depuis toujours. Tu sais, de voir l'agencement des couleurs, des textures, l'acoustique. Non, c'est super important parce qu'après ça, une fois qu'on construit, là, c'est là pour plusieurs années. Fait qu'idéalement, tu veux te tromper le moins possible. Ben non, c'est vrai. Fait que là, tu me parles de construction puis de ce que ça implique au niveau du mobilier, du design et tout ça. Y a-tu d'autres sphères dans l'approvisionnement, tu sais, qui sont effectivement locales aussi? Oui, il y en a plein. On pourrait en parler jusqu'à demain matin, mais il y a les uniformes. OK. Il y a les uniformes avec qui on a travaillé, Marc Saint-Pierre qui travaille avec nous depuis, je sais plus combien d'années, là, mais vraiment plusieurs années. Puis j'ai en tête tous les uniformes qu'elle a fait pour nos équipes. Fait que ça aussi, ça a été un processus de création vraiment intéressant. Puis on est encore en train de travailler une autre itération d'uniforme que les femmes vont porter qui travaillent à la réception. Puis on aime ça aussi parce que je pense à Marc Saint-Pierre, mais on le fait aussi avec un designer de Toronto. Puis c'est important pour nous. On est une entreprise québécoise, mais aussi on est partout à travers le Canada. Fait que oui, on travaille avec certains de nos partenaires ici au Québec, mais aussi ailleurs dans le Canada. Puis quand on parle, on est fiers justement d'avoir des alliés, des artistes, des artisans avec qui on travaille dans le reste du Canada. Je pense à Michelle Hougville, qui est une artiste canadienne. Puis là, ben, c'est le fun, c'est Montréal qui en a profité, mais on a fait la murale devant Germain-Montréal. Mais ça aussi, c'est une forme de consommation puis de création artistique sur le devant de l'hôtel. Ben, c'est une artiste canadienne. Fait qu'on est vraiment très fiers de mettre ça de l'avant. C'était bien important pour nous d'avoir cette saveur locale-là. Il y a des départements ou des catégories qui sont très difficiles au niveau de l'approvisionnement ou en général, ça se fait assez facilement? Je pense que dans la mesure où tu creuses un peu, tu peux facilement trouver des réponses à nos questions. Je pense à nos produits d'accueil avec les produits, les savons. On a 2 entreprises avec qui on travaille qui viennent du Québec, des produits conçus au Québec, Bella Pella. OK. Puis on a développé des fragrances avec eux, puis avec Ruby Brown aussi. Ouais. Puis quand Ruby a commencé, ben c'était moins un domaine
qui était évident, mais on voulait vraiment avoir une fragrance qui nous était propre pour les hôtels Le Germain. Donc, on a développé ces produits d'accueil-là avec Ruby. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail, de tests, de temps, mais au final, souvent, on est vraiment content des résultats, puis c'est une fierté de pouvoir supporter des entrepreneurs d'ici, puis de les amener aussi à grandir avec nous. C'est quoi les préoccupations là, d'un hôtelier pour réduire justement sa, je vais dire, charge environnementale là, ou effet de... son empreinte, ouais, finalement. Exactement. Garde en tête que notre principe de base, c'est de jamais mettre le fardeau de ces décisions-là sur nos invités. Okay. Quand les gens mettent les pieds chez nous, là, ils ont voyagé, ils sont fatigués. L'idée, là, c'est pas de leur dire « Hey, tu pensais à ce que tu as dépensé, t'emmener ici, puis l'impact que tu as... » Non, non. Fait que ça, c'est notre travail, puis on se donne vraiment comme mission de réfléchir puis de prendre la meilleure décision possible. Fait que les bouteilles d'eau, fameuses bouteilles d'eau, de plastique à usage unique, on en a acheté environ 250 000, OK, avant qu'on se penche sur... pour l'ensemble du réseau. Pour l'ensemble du réseau par année. OK. Le monde aime ça, ils partent avec leur petite bouteille, c'est gentil, embarquent dans la voiture, une petite bouteille d'eau, bon séjour, rentrez bien chez vous, tu sais. Cette notion-là, à un moment donné, tu te dis rien, ça n'a pas de bon... Avant de faire de dos, une petite bouteille d'eau, là, à un moment donné, ça n'a comme plus de bon sens. Donc, on se dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour réduire le nombre de bouteilles d'eau à usage unique? Puis la solution, malheureusement, c'est pas une réponse. C'est pas de dire on arrête d'en acheter, parce que c'est pas ça. Puis je te dirais qu'on a mis en place 12 initiatives à travers notre réseau pour pouvoir se donner l'objectif de réduire de 70 % l'achat de bouteilles d'eau. Fait que ça passe par des stations d'eau dans nos espaces publics. Ça passe par, sur les étages, mettre de l'eau disponible qui a été filtrée, qui est de super qualité. Ça passe par changer aussi le contenant de fameux plastique à usage unique. Mais le plastique à usage unique, des fois, c'est aussi la meilleure solution s'il est bien recyclé, il est mis à la bonne place. Fait qu'il y a cette notion de recyclage-là qui est importante. Puis il y a aussi la bouteille qui est en aluminium, qui n'est pas un contenant d'aluminium versus le contenant plastique. Mais si tu prends le contenant d'aluminium puis tu le mets au recyclage, bien, des fois, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Il faut que tu le réutilises. Fait que là, on a la bouteille d'eau qui est faite d'aluminium avec un bouchon qui se visse. Fait que tu peux la remplir, la réutiliser. Fait que c'est de trouver ces alternatives-là auxquelles on a réfléchi. En fait, là où je pourrais dire... C'est sûr qu'à un moment donné, il faut regarder... Il faut bâtir le business case, comme on dit. Puis je pense, ce qui me vient en tête, l'exemple, c'est les pantoufles. Les pantoufles jetables. Tu sais, dans les hôtels, on consomme beaucoup parce que ça vient un peu avec la nature de ce qu'on fait. Oui, puis on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de trouver une autre façon, justement, avec les pantoufles qu'on jette après chaque utilisation, tu sais? Fait qu'on est vraiment parti de cette idée-là de réduire l'empreinte qu'on avait. Puis on a travaillé avec une entreprise locale ici pour trouver une façon de réutiliser les pantoufles, de les laver. Puis on est vraiment parti de rien. Là. On était comme, OK, on va arrêter de jeter des pantoufles à chaque fois parce que des fois, elles sont portées pendant 30 secondes, puis on les met à la poubelle. Fait que là, on a développé une pantoufle qui est faite en feutre, en matériel recyclé, qui est super, pour on a d'excellents commentaires. Puis les gens les portent, on les lave à chaque utilisation. Puis finalement, on a une pantoufle qui finalement finit pas aux poubelles après chaque séjour. Puis moi, ça me rend tellement contente. Ben, je te comprends. Puis sont belles, c'est le fun, c'est un beau produit qui n'existait pas avant. Fait que c'est un exemple de se dire, OK, on a un problème. Ça n'a pas de bon sens de jeter ça à chaque fois. Puis comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une solution qui est pérenne, de diminuer nos achats de pantoufles. Puis là, tu vois, ça va faire 1 an. Puis les pantoufles, des fois, le monde part avec parce qu'ils aiment. Les charger. C'est ça. Oui, puis on le met, on écrit. Si vous voulez partir avec, au moins comme les ans. C'est ça, exact. Les ans paire neuve, tu sais, mais les gens peuvent partir avec. Et non, ça fonctionne super bien, puis c'est un beau produit qui est fait ici, donc très fier. Entre autres, j'ai vu dans un article où on parlait de l'utilisation de la géothermie dans votre établissement, du moins du 10-30, je ne sais pas les autres. Dis-moi, explique-moi ce que c'est, ce concept-là. Là, tu vas mettre mon chapeau d'ingénieur, finalement, pour te parler de géothermie. Il faut l'utiliser aujourd'hui. C'est depuis... c'est là où tu vois une entreprise où on est vraiment intégré
totalement, tu sais, du début à la fin des projets. Donc, on construit le projet, on le conceptualise, on fait la construction, puis après, on est là pour opérer jusqu'à la fin. Tu sais, notre objectif, c'est opérer l'hôtel. C'est là où on est notre force, finalement. Se situe, mais dans la construction, quand tu penses à ajouter de la géothermie, on pourrait se dire, bien, ça va coûter vraiment cher de construire, puis d'ajouter des puits de géothermie, puis de mettre des systèmes en place. Mais quand tu penses à l'opération après, bien, c'est là où tu vas sauver, tu sais. Fait que de dire, on met le chapeau de développeur qui va finalement vendre la bâtisse après puis s'en aller, bien, là, on est pérenne. Là, on pense au long terme, puis à l'empreinte, puis au leg qu'on aura aussi pour l'enjeu de développement durable. Fait que cette perspective-là, à long terme, nous a vraiment servi parce qu'on en a mis, finalement, dépendamment des terrains, là, il y a des sols où c'était pas possible de faire de la géothermie, mais partout où ça a été possible depuis 17 ans, on le fait. Mettons qu'on vulgarise, là, c'est quoi de la géothermie? La géothermie, c'est de capter l'énergie du sol pour chauffer ou climatiser ton bâtiment. Donc, l'été, le sol reste frais. Donc, on utilise la fraîcheur du sol pour refroidir la bâtisse qui est en train de chauffer finalement. Puis l'hiver, c'est la même chose. Le sol est plus chaud que la température extérieure. Donc, on prend la chaleur du sol pour réchauffer le bâtiment. Puis comment va l'industrie hôtelière aujourd'hui? Parce qu'en 88, un hôtel, aujourd'hui 19 dans tout le Canada, des investissements importants. Est-ce que l'industrie va bien? Bien, l'industrie, tu sais, on a touché rapidement tout à l'heure quand on a parlé de la COVID. C'est sûr que ça a été des années extrêmement difficiles. Ouais. Mais aujourd'hui, l'industrie, je veux pas dire va très bien, là, parce que, à un moment donné, quand on dit que ça va très bien, c'est assez pour que ça se mette à aller mal, mais on le dira pas. Non, c'est ça. On reste très, très vigilant sur tous les indices puis les ralentissements, mais je pense que s'il y a quelque chose, les ralentissements économiques, j'allais dire, mais je pense que s'il y a quelque chose qu'on a constaté puis on est venu à l'évidence, c'est que les gens aiment se retrouver, les gens aiment se voir, se discuter, développer des idées, la créativité, pour toutes sortes de raisons. Je pense que les années où on a moins été en mesure de se voir, on fait la démonstration que finalement, on cherche à... On est des bêtes sociales. Je te dirais. Des bêtes sociales, c'est vrai. Puis, tu sais, le tourisme est un peu le liant dans tout ça, tu sais. On développe, on a des idées, on va rencontrer des gens, on crée. Je pense que ça va continuer d'arriver. Puis c'est de le faire de manière responsable. C'est aussi important. Puis de faire attention aussi aux gens où... moi, je pense à un tourisme durable, d'être en harmonie avec la destination, pour nous, hôteliers, d'être en harmonie avec la communauté, de toujours rester alerte à ça, à l'impact qu'on peut avoir. En ce moment, il y a un enjeu de main-d'œuvre qui touche à plusieurs secteurs. J'ai l'impression que ça peut vous toucher aussi. Est-ce que tu penses... Bien, premièrement, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes aussi... Ou pour vous, ça va assez bien ou je sais pas? Comment ça va? Assez bien, non. Assez bien, c'est assez bien, non, mais ça va beaucoup mieux. OK. Ça a été très difficile, je te dirais, 2022, 2021. Post-pandémie? Oui. OK. Alors, cette période-là... Parce que les gens s'étaient trouvés autre chose? Oui, ou il y avait d'autres alternatives à l'emploi. On était très généreux dans les programmes d'aide. Fait que, tu sais, c'était correct parce que pour certaines personnes, c'était nécessaire, mais on a un peu nivelé par le bas pour certains des programmes. Fait que quand venait le temps, nous, de recruter, c'était très difficile. OK. Ouais. C'est pour certains postes ou l'ensemble de... Je te dirais l'ensemble. Ah oui? L'ensemble des postes, ça a été difficile pendant une période, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On aimerait ça, tu sais, que ça soit plus facile, mais c'est sûr que ça demeure un défi. Puis de retransmettre aussi tout le savoir-être, le savoir-faire, ce qu'on parlait tantôt, on avait pris tant d'années à bâtir, de devoir, pas recommencer, mais tu sais, il y a 80% de nos équipes qui ont quitté pendant cette vague-là, tu sais, pendant la pandémie. Donc, même si aujourd'hui, c'est pas 80% des gens qu'on doit former à nouveau, mais il y a beaucoup de ce savoir-là qui s'est pas perdu, mais tu sais, qu'on doit travailler fort à transmettre aujourd'hui.
Puis est-ce que tu penses qu'avec un positionnement comme le vôtre, ou qu'il y a vraiment quelque chose de très fort dans l'ADN qui passe par, oui, vos hôtels-boutiques, l'expérience, le développement durable, l'approvisionnement local, avec l'évolution aussi des différentes générations, est-ce que tu penses que ça a un effet attractif pour de la main-d'œuvre? Je suis convaincue que oui, pour de la main-d'œuvre et pour nos invités. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ce sont beaucoup des questions qu'ils se posent. Évidemment, à travers toutes sortes de générations, on a des gens qui sont à différents niveaux de connaissances puis qui ont différentes attentes. Mais oui, je pense que c'est très attrayant de pouvoir avoir ce genre de conversation-là. Puis on le fait pas parce que c'est attrayant, on le fait parce que vraiment, pour nous, c'est quelque chose qui nous anime énormément. Mais je pense que nos équipes peuvent aussi contribuer à amener des idées puis à innover dans ce sens-là. Puis il y a beaucoup des idées qui ont été mentionnées aujourd'hui qui viennent de nos équipes. Ah oui? Puis toi, est-ce que dans toutes les innovations que vous avez faites, il y en a une qui te rend particulièrement fière? Je pense que ce qui me rend le plus fière, c'est quand ces idées-là viennent des gens dans nos équipes. Vraiment, là, parce que l'innovation, ça fait partie de nos valeurs, puis ça a été des idées que, tu sais, on en parle souvent. Là. Bon, mon grand-père qui a fait venir la première machine de crème glacée molle à Québec, tu sais. Il n'y avait pas de crème glacée molle avant lui, il était le ben oui, premier. Puis après ça, tu sais, quand il a ouvert sa tabagie, c'est une tabagie. Ben oui, c'était une tabagie. Oui. Mais il y avait le journal, on était à Sainte-Foy. Mes grands-parents, la tabagie qu'ils ont ouvert était à Sainte-Foy, qui est très proche de Québec. Mais dans ce temps-là, le journal était livré le lendemain à Sainte-Foy. Fait que quand tu allais chercher ton journal, tu avais toujours les nouvelles de la veille. Fait que là, mon grand-père, quand il a ouvert sa tabagie, il s'est organisé pour être le premier à avoir les nouvelles du jour, tu sais. Mais tu penses à ça, aujourd'hui, il n'y a même plus de journaux, tu sais. Ben non, on lit sur le iPad. Oui, ils sont peu nombreux. C'est plus... ils sont très peu... Il n'y a pas beaucoup de journaux imprimés, mais bon, bref, c'est juste pour te dire l'état d'esprit dans lequel j'ai grandi. Cette notion-là, ça a toujours été très important. Tu sais, les douches, quand on a ouvert le premier hôtel, la majorité des hôtels étaient faits avec des bains dans les salles de bain. Il n'y avait pas de douche. Des belles grandes douches vitrées dans les hôtels, ça n'existait pas. Mais quand on a ouvert le premier hôtel à Québec, 80% des chambres avaient juste des douches, pas de bain. Fait que, écoute, on a failli pas ouvrir parce qu'on n'était pas capable de trouver de financement. Les banquiers, ils se sauvaient, là. C'était beaucoup plus coûteux? Pas en tout, parce que c'était pas ce qu'ils étaient habitués de voir. Là, ils se disaient, bien, ça fonctionnera jamais, votre hôtel. Là. Parce qu'il y avait une douche. Parce qu'il y avait une douche au lieu d'un bain. Voyons donc. Fait que, tu sais, il faut croire quand même en tes idées, puis puis Jean-Yves et Christiane, ils croyaient évidemment, ils savaient que ça allait fonctionner, mais tu sais, c'était comme, on sait que ça prend beaucoup de sous pour ouvrir un hôtel, là, quand tous tes banquiers te disent que finalement, sont pas au rendez-vous. Je suis certaine qu'ils ont eu quelques journées stressantes, mais tout ça pour dire que quand l'innovation vient des équipes maintenant, puis on a réussi à transmettre cette valeur-là, ça me rend vraiment très fière. Dans le fond, on a parlé d'achat local un peu plus tôt par rapport aux hôtels. J'aimerais savoir, toi, la place que l'achat local, c'est quoi la place que ça a dans ta vie? En fait, ça a une grande place. Puis on peut parler d'aliments, on peut parler de produits, mais je fais beaucoup de détours pour arriver à trouver le site web qui va m'amener à acheter local parce que c'est aussi dans le clic. Tu sais, on parle d'achat local. Chez nous, hôteliers, les gens pensent que parce qu'ils viennent séjourner chez nous, ils font de l'achat local. Mais oui, mais des fois, on va passer par des agences de voyage en ligne, comme les Expedia et Booking de ce monde. Puis, tu sais, c'est des business qui prennent un gros volume d'affaires, mais il y a comme un petit détour. On finit que les gens viennent, ils sont chez nous, mais cette notion-là de cliquer sur le bon site pour vraiment avoir un achat 100% local, des fois, ça devient compliqué. C'est vrai. C'est vrai pour les hôtels et pour autre chose aussi. Exact. Merci Marie-Pierre, c'était super intéressant de te recevoir. J'ai envie de te demander si toi, par hasard, tu as une question pour moi. Mais je suis curieuse. Oui, en fait, merci de cette opportunité. C'était très le fun de jaser, mais je suis curieuse de t'entendre sur vos défis. Des fois, il y a des choses qui sont perçues ou mal comprises. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Je pense que le défi d'emblée, c'est d'établir un écosystème de crédibilité de marque de certification parce que, tu sais, des identifiants locaux, il y en a beaucoup, hein? On n'a pas inventé la fleur de lysée, ça existe depuis longtemps. Fait qu'on arrive avec un écosystème avec 3 définitions claires.
Fait que juste d'expliquer un peu ce que c'est, puis de démontrer aux consommateurs qu'il y a un aspect crédible derrière ces marques-là. Donc, quand tu vois la marque, c'est parce que le produit est effectivement conçu, fabriqué et produit du Québec. Fait que, tu sais, juste le défi d'établir cette crédibilité-là, et même si on a fait des beaux progrès en 2 ans, il est encore là. Donc, je dirais que ça serait ça. Ah, mais là, je sais pas, parce qu'on a vraiment besoin de gens comme vous dans notre environnement. Ben merci beaucoup. Signé Local est fier d'offrir un cadeau à tous les invités du balado L'Arrière-Boutique. Signé Local propose une impressionnante sélection de plus de 3000 différents produits conçus et fabriqués au Québec par plus de 200 producteurs locaux. Visitez le signélocal.com. Je voudrais bien sûr te remercier encore, mais aussi te remercier avec un petit cadeau que je t'offre. Donc, je ne sais pas si tu connais les boutiques Signé Local. Oui, il y en a une justement à côté de notre hôtel sur la Rive-Sud. Exactement, ils ont 4 magasins. Et chez Signé Local, les produits sont conçus ou fabriqués au Québec. Et je t'offre un produit de laboratoire Druide, qui est un bain moussant détox, qui est fait... qui est avec des produits naturels que la marque fabriquée au Québec. Donc, je pense que c'est un beau produit pour toi. Là, je le cache parce que mes 2 filles aiment beaucoup les bains moussants. Écoute, tu pourras partager. Peut-être. Peut-être bien. Merci beaucoup. Ben merci à toi et je vais en faire tirer un pour nos réseaux sociaux aussi. Merci. Alors, à bientôt. À bientôt.